Ce soir, je vais donc poursuivre la lecture du livre Histoire de naissance par les usagers de la maternité de Pithiviers. Et on va parler de Véronique, on va parler aussi de Brigitte et peut-être aussi de ML. Donc là, je n'ai pas le prénom. Alors, je commence avec Véronique. J'ai personnellement travaillé 4 ans dans un service de maternité du secteur privé traditionnel, mais le jour où j'ai eu la connaissance de l'existence d'un paradis comme Pithiviers, j'ai décidé à ce moment précis que je n'accoucherai pas ailleurs, le moment venu. C'est plusieurs années après cette découverte que j'ai réalisé ce rêve, en quelque sorte, le 23 août 1982. Et je dois dire que j'ai véritablement eu honte de ce que j'avais pu voir et du travail auquel j'avais participé en vivant quelques jours à Pithiviers. Vivant à Paris, je n'ai fréquenté la maternité de Pithiviers qu'à partir du 7e mois de ma grossesse. Et je me suis installée à quelques kilomètres à partir du 9 août 1982. C'est à ce moment que j'ai vraiment vécu ce que j'appelle la grande aventure de Pithiviers. Ce furent d'abord les séances de chant avec une dame merveilleuse qui se nomme Marie-Louise Aucher. C'est un être qui respire la bonne humeur, la gaieté, la bonté, l'amour de ce qu'elle fait. Il y avait au cours de ces séances de chant une chaleur que j'ai rarement vécue auparavant. Quelque chose de tellement sain, tellement pur. Les vibrations du piano et de toutes ces voix, future maman, enfant, papa et ami, me laissent au fond du cœur quelque chose de tellement réconfortant quant à l'attente de la naissance d'un enfant. Un climat que je n'ai jamais ressenti durant 4 années passées dans un service de maternité on ne peut plus conformiste. Et puis vint le grand jour où je débarquai, bagage à la main, par un dimanche matinal et ensoleillé. Je fus accueillie très chaleureusement et avec beaucoup d'humour par Michel Audin, qui avait pourtant passé une nuit sans sommeil. Et je peux faire à nouveau le parallèle avec ce que je vis auparavant, où chaque entrée était accueillie plus ou moins avec des grincements de dents. Bien que n'étant pas en travail, je restais à la maternité puisqu'on me le proposait. À ce propos, je connais des femmes devant accoucher ces prochains jours dans des hôpitaux parisiens, à qui on demande de venir à une date précise pour accoucher, les places étant réservées comme dans un train ou un avion. La journée se passa quasiment dans une atmosphère familiale, entrecoupée de promenades dans le jardin, et non clouée stupidement dans un lit sans pouvoir en bouger. Les contractions se firent sentir aux environs de minuit, après 2 parties Mikado avec le personnel. Je souhaitais la présence d'une sage-femme qui, étant jeune et sympathique, me rassurait. C'est avec beaucoup de compréhension et de patience qu'elle passa ce moment important avec moi. Rien ne me fut imposé. Je voulais de la musique, et c'est donc avec Chopin, que j'avais moi-même choisi, que nous attendions la naissance du bébé. Je n'ai reçu aucune drogue, ce que je réprouve totalement, car cela n'était vraiment pas utile. Et de plus, j'avais un traitement homéopathique personnel pour les derniers jours de la grossesse et la durée du travail. Après un peu plus de 3 heures, le bébé est né. J'étais en position accroupie car c'est comme cela que je me sentais le mieux. Dans cette ambiance doucereuse où il faisait bien chaud, où la lumière était tamisée et où M. Chopin nous berçait, mon bébé et moi nous sommes retrouvés dans un ailleurs merveilleux et si calme, si loin de l'agressivité que je ressentis lors de mon travail. Ce fut l'heure de la contemplation, pour ne pas dire béatitude, où je partageais le plaisir intense de la découverte d'un nouvel être. La seule séparation fut de quelques secondes pour la pesée obligatoire du bébé, qui bien vite revint dans mes bras pour vivre mon premier plaisir, la tétée, puis un bain succéda à ce premier moment privilégié, que je ne vis pas une seule fois en 4 ans d'expérience professionnelle. Ce bain relaxant, digne de celui que les Japonais vénèrent tant. Puis ce fut à nouveau le plaisir de la tétée jusqu'au moment où nous décidâmes de nous habiller pour nous rendre dans ce qui allait devenir pratiquement notre maison, notre nid pendant quelques jours. Sans aucune drogue, sans aucune agression physique du type épisiotomie après quelques heures de sommeil, nous étions en pleine forme. Michel Audin nous rendit une visite matinale, tout surpris de voir déjà le bébé. En effet, tout avait été très vite, bien loin de la traditionnelle visite du médecin et de sa suite se jetant un œil lointain sur une pancarte accrochée au pied du lit. Michel Audin prend le temps de discuter et d'écouter les gens qui viennent chez lui. Lorsqu'il dit que dans la mesure où l'on ne peut pas accoucher à la maison, eh bien on transporte la maison à l'hôpital, je crois qu'il peut avoir toutes les raisons de le penser. En effet, j'ai vraiment ressenti quelque chose de familial, l'impression de vivre comme chez soi. Ce fut pour nous une expérience intéressante, bien évidemment, mais aussi très enrichissante, qui m'a permis de libérer beaucoup d'angoisse. Je sais parfaitement qu'un climat comme celui où j'ai travaillé n'aurait fait qu'accentuer ces mêmes angoisses.
Après un séjour de quelques jours, nous sommes sortis le jour où nous avions décidé. Nous sommes partis le cœur plein de bonheur, mais surtout plein de reconnaissance envers un homme qui ne nous a montré que de l'optimisme et une très grande disponibilité. Mais aussi le cœur révolté de savoir que trop peu de gens ne puissent jouir d'une telle expérience et que d'autres puissent l'ignorer. Je voudrais terminer en soulignant que ceux qui ne sont pas convaincus n'ont qu'une chose à faire, prendre le temps de vivre quelque temps à Pithiviers afin de se permettre de pouvoir en parler. En effet, Pithiviers, Michel Audin, son équipe, c'est tellement beau. Mais il est vrai qu'il est toujours difficile d'accepter une certaine forme de beau et de perfection. Il est plus facile de la nier. Maintenant, on va passer à l'histoire de Brigitte. Les vêtements du bébé, sa chambre, étaient bien prêts, mais sa naissance me semblait encore lointaine. Je m'étonnais de perdre les os un soir alors que ma grossesse arrivait bien à son terme. J'ai compris là que mon enfant décidait de me quitter. J'aurais souhaité le garder encore, vivre en moi. Ces 9 mois m'ont semblé trop courts. Peut-être ai-je entendu autour de moi d'autres femmes s'ennuyer de leur ventre rond, et je fus un peu surprise de me sentir heureuse enceinte. Évidemment, mon mari venait de partir travailler pour la nuit. J'étais moi-même couchée quand le liquide amnionique se mit à couler. J'ai prévenu mon époux qui arriva de suite pour me conduire à la maternité. Il s'assiera avant de partir, auprès de notre généraliste, si nous pouvions atteindre Pithiviers à temps, qui n'était qu'à 60 km, en se demandant une fois de plus pourquoi j'avais décidé d'accoucher à cet endroit-là. Je ne ressentais pas de contraction. Ce liquide qui s'en allait n'était absolument pas douloureux. Pourtant, pendant cette petite heure de trajet, mon mari, qui est d'un naturel calme, était particulièrement inquiet. Il craignait que le bébé arrive comme ça. Il me faisait à peine confiance quand je lui répondais que j'étais sûre de ne pas sentir l'enfant s'engager. Je fus moi-même rassurée quand nous avons franchi la porte de la maternité de Pithiviers. À force de l'entendre, je me demandais aussi si nous aurions le temps d'arriver. Après m'avoir examiné, la sage-femme nous ramena aussitôt à la réalité en nous expliquant que la naissance ne se ferait pas dans la nuit. La dilatation n'avait pas encore commencé. Cependant, on m'installa dans une chambre afin de me reposer à la maternité, du fait de la rupture de la poche des os. Mon mari pouvait rester à mes côtés, ce qu'il fit. À la place d'essayer de m'endormir, j'attendais ces contractions qui ne se décidèrent à faire leur apparition qu'au petit matin, en se montrant très faible. D'un seul coup, j'avais envie de voir ce bébé. Puisque l'heure semblait arriver, autant qu'il vienne au plus vite. En cette matinée du samedi, au lieu de s'accentuer, les petites douleurs se calmaient, la dilatation n'était que débutante. J'avais entendu parler d'accouchements qui pouvaient durer 2 jours et quelquefois plus, mais j'étais convaincue que c'était suffisamment rare pour m'arriver. J'occupais ma journée à me promener dans l'hôpital et dans son parc, à bavarder avec ma voisine de chambre. La surveillance médicale se faisait sans en avoir l'air. On écoutait le cœur du bébé à l'aide d'un petit appareil, dont je ne sais pas le nom, à tout moment. Dans l'après-midi, la sage-femme me plaça quelque temps sous monitoring, qui nous confirmait que le bébé se portait bien. J'éprouvais un peu de jalousie envers ces femmes qui étaient arrivées seulement samedi et qui avaient déjà leur enfant. Le soir tombé et un orage violent éclata. Il faut croire que la météo joue un rôle dans la naissance, car il y en eut plusieurs dans la nuit. On me conseilla de ne pas dîner en cas de nécessité de césarienne. C'était bébé qui déciderait suivant sa forme. J'étais rassurée qu'on le surveille d'aussi près. Je pouvais cependant boire à volonté, particulièrement des boissons sucrées. Toujours une parole ou un geste d'encouragement de la part du personnel qui ne se paniquait pas malgré l'affluence des accouchements. Tard, je me couchais dans l'espoir de m'endormir, mais dans la nuit, les contractions devenaient violentes. J'appelai la sage-femme qui me confirma que la dilatation ne restait que peu engagée, puis je m'aperçus que la souffrance était plus acceptable dans la position debout. Me voilà donc partie en balade pour le reste de la nuit et la matinée du dimanche avec ces contractions qui ne me lâchaient plus. Les battements du cœur de bébé étaient toujours surveillés. Quand une contraction me surprenait entre 2 pas, je prenais appui sur mon époux. J'ai fort apprécié qu'on ne m'oblige pas à supporter tout ce temps de douleur sur un lit, comme c'est sans doute le cas dans la plupart des maternités. J'étais presque fière de moi d'avoir découvert seule cette position debout qui me soulageait, ainsi que cette respiration plus vive qui me venait naturellement. Grâce à cette liberté, j'avais mal dans mon corps, mais j'étais bien dans ma tête. Vers le milieu de l'après-midi du dimanche, on me fit un contrôle au monitoring plus long que d'habitude, difficile à supporter, puisqu'il impose une position couchée sur le dos, qui ne me convenait pas du tout. Il était nécessaire pour s'assurer du bon comportement du bébé. À partir de là, je ne quittais plus le quartier des salles de naissance. Michel Audin comprit que mon partenaire ne répondait pas à mes désirs. Il lui montrait comment placer mon dos le long de sa cuisse lorsque je m'accroupissais pendant une contraction. Cette explication avait été faite lors d'une réunion du jeudi. Il me prenait dans ses bras pour m'encourager. La surveillance par monitoring revenait fréquemment. Je m'y soumettais sans trop de contraintes. Je savais que c'était pour le bien de bébé. À force de gémir par le mal de dos et réclamant des calmants,
Michel Audin me piqua 3 fois au niveau des lombaires, ce qui me soulagea. Puis on me rappela que je pouvais aller dans l'eau. Je n'étais pas capable de savoir si j'en avais envie. On remplit quand même la piscine. J'ai découvert un soulagement inattendu. Les contractions se faisaient plus douces. Ma nuque était soutenue par mon mari ou Michel Audin, qui se relayait. L'eau restait maintenue bien chaude. J'avais la sensation de me reposer. J'étais bien. De temps en temps, un morceau de sucre se pointait sur mes lèvres. Je n'avais qu'à le croquer sans effort. Mon col utérin était même surveillé dans l'eau. Je pense y être resté environ 2 heures. Je décidai d'en sortir quand ma peau commençait à se détendre, en appréhendant la douleur qui reviendrait. Je confiai mon désespoir à Michel Audin, d'autant que, même sur mon nuage, j'avais entendu qu'une fois de plus, une femme avait été vite délivrée dans la salle sauvage d'à côté. Et je n'admettais pas cette injustice de la nature. Il m'encourageait de son mieux, en me rassurant sur la pleine forme de mon bébé. À nouveau, monitoring, mais trop longtemps. Je ne sais plus si c'est avant ou après mon stage dans l'eau que Michel Audin a pratiqué sur moi une amnioscopie. Je tiens à préciser que ma sexualité a toujours été respectée, aussi bien par les sages-femmes que par le médecin. Les examens ont toujours été délicatement pratiqués. De plus, on ne m'a pas rasé. La fatigue devenant pesante, on me posa une seringue qui m'injectait du glucose. Ce n'est pas pour autant qu'on m'imposa de rester couché. Mon désir de marcher était toujours là. C'était la sage-femme qui me suivait avec le flacon de goutte à goutte, pendant qu'on m'en avait servi un plateau à mon mari. On prenait soin de lui aussi. Michel Audin me soutenait bien plus adroitement, car j'avais besoin d'appui à chaque contraction qui revenait sans cesse. Toujours avec la seringue dans le bras. J'allais et venais avec mes accompagnateurs. J'essayais les 2 chaises percées en essayant de pousser. Je passais d'une salle à l'autre. Dernière fois sous monitoring, je fus prise de vomissements. On me dit que c'était bon signe. Dès que possible, je redescendis de cette table pour remarcher. Mon époux reprit son flacon pour me suivre et Michel Audin me soutenait. Lors d'une contraction, je sentis enfin l'enfant s'engager. Je poussai de toutes mes forces sans même entendre les conseils qui m'étaient donnés. À la suivante, bébé sortit d'un seul coup. Je m'étais accroupie entre 2 pas. La sage-femme le rattrapa sur un linge pour qu'il glisse doucement de mon corps. Elle nous laissa le toucher. C'était notre enfant. Il était environ 22h30. Discrètement, une petite baignoire s'était installée entre mes jambes pour y mettre notre fils qui se calmait de suite et appréciait de se détendre dans l'eau. On pouvait constater qu'il n'avait nullement souffert de tout ce temps de travail, tellement il était bien frais. Il n'avait même pas l'air flétri, qu'ont souvent les nouveau-nés. J'étais contente qu'on ne m'ait pas pratiqué cette césarienne que j'avais quelquefois réclamée dans des moments de découragement. Le souvenir d'avoir donné moi-même la vie est merveilleux. Je ne me suis pas sentie dépossédée du pouvoir qui nous appartient, à nous les femmes. Je pense également que la position debout et accroupie favorise l'expulsion. En effet, l'enfant est dans une position descendante, et avec l'aide de son poids, il sort plus facilement. Pour moi, la position allongée n'est pas du tout la plus adaptée. CQFD. Alors maintenant, on va pouvoir passer au récit de ML. Donc c'est un mystère, je ne connais pas son prénom, et je m'arrêterai après celui-ci qui est plutôt long. André est le fruit du hasard et de l'aventure. Je ne devais pas avoir d'enfant, selon les gynécologues, sauf si j'acceptais une chimiothérapie pour provoquer une ovulation. J'ai refusé. Ayant arrêté la pilule depuis 2 ans, je me retrouvais enceinte fin avril 1981. Cette grossesse fut difficilement acceptée, voire dépressive, car elle remettait brusquement en question mes relations avec autrui, ma mère, avec notre couple. Ma vie même était remise en question. Le premier contact avec M. Audin remonte à une semaine de vacances prise du 5 au 13 septembre, alors que j'étais enceinte de 5 mois. Nous connaissions l'œuvre de Michel Audin et sa méthode d'accouchement Le Boyer, dont plusieurs revues ont rendu compte. Après lui avoir téléphoné pour prendre rendez-vous avec lui, il nous convia à faire les 600 km aller-retour le jeudi 10 pour assister à l'une de ses réunions d'information. Nous avons vu ces salles sauvages, sans instrument chirurgical, ni table de travail obstétrical, et une piscine gonflable à côté. Il faut dire que c'est assez remarquable pour un chef d'hôpital, responsable de la gestion, de la chirurgie, de l'obstétrique et de réunions, etc., d'être disponible à tout moment. La disponibilité constante de Michel Audin au téléphone. Pas d'intermédiaire ou de secrétaire qui filtre les appels, contrairement aux cliniques et hôpitaux, où certains gynécologues sont impossibles à obtenir. Chaque fois que nous avons téléphoné en demandant M. Audin, on nous l'a passé aussitôt. Cet homme fascinant ne s'est pas encore fait piéger par le pouvoir qu'il détient en tant que patron. Il est resté simple et humble, secret également. Enthousiasmé par cette réunion et l'ambiance familiale et douillette des chambres où l'on accouche, j'ai espéré retrouver la même atmosphère chaleureuse dans d'autres cliniques,
où l'on pratique soi-disant la méthode Le Boyer. Déception. J'ai dû déchanter. Tout est resté médical, impersonnel, technique, malgré l'image de marque Le Boyer qu'il préconise. Premier rapport brutal avec un médecin technique, froid, sans chaleur humaine ni compréhension. Changement de cap, deuxième médecin. Cette fois, très disponible, humain et à l'écoute, mais ne voulant courir aucun risque, pour moi comme pour lui. Il nous faisait toutes les concessions, sauf celle d'accoucher dans la position de mon choix et dans l'intimité avec mon mari. J'ai néanmoins suivi toutes les visites avec lui, car c'était le seul à comprendre mes blocages et à m'examiner avec toute la douceur voulue. Je lui fis même des concessions puisque j'acceptais, sur son ordre, 5 échographies, qui montraient tout un décalage de 3 semaines, un toucher vaginal quotidien, et passé le délai officiel du 19 janvier, un monitoring tous les 2 jours. Dès cet instant, j'ai commencé à détester ces salles de travail, ces examens systématiques qui m'exaspéraient et m'humiliaient. Par contre, je faisais consciencieusement ma gymnastique et mes respirations prophylactiques. Plus 1 heure de marche, des relaxations et de la musicothérapie 1 fois par semaine. Cependant, ma dépression continua de septembre à janvier, à cause du bouleversement que constituait cette naissance et des prises de conscience qu'elle amenait. Moi qui avais vécu fermée dans mon cocon, je devais m'ouvrir, dans tous les sens du terme. Ma peur panique d'accoucher venait du fait que je pensais étouffer ou perdre mes énergies, et que le bébé ne passerait jamais. En fait, inconsciemment, j'essayais peut-être de le retenir en moi, moyen de refuser de le voir, et je fermais les vannes. Dans l'ensemble, le congé prénatal, 2 mois, m'avait plongé dans l'isolement du monde extérieur, et forcé à plonger dans ma nuit intérieure, ce qui est toujours douloureux sans aide. Durant ce laps de temps, j'ai accompli de nombreux travaux manuels, et terminé des tâches entreprises et non finies, comme si le jour m'était compté. J'avais l'arrière-pensée de mourir en accouchant, et sur le plan symbolique, c'était un peu ça, car c'était ma propre naissance qui allait se faire. Puis vient la nuit du lundi 25 janvier, changement de lune. Curieusement, j'avais écrit le vendredi précédent à Michel Audin, Intuition, pour prendre un rendez-vous avec lui le samedi 30 janvier, car j'avais presque décidé d'aller malgré tout à Pithiviers. Je lui disais aussi que ce n'était pas à moi à me plier aux 4 volontés du personnel médical, pour qu'il soit gentil avec moi, chantage, mais à lui à avoir l'humilité de respecter ma demande et être à l'écoute des cas particuliers. Enfin, je le remercie pour sa patience et sa compréhension. Cette lettre ne lui est jamais parvenue pour la bonne raison que les contractions commencèrent vers 3 heures du matin, la nuit du lundi au mardi, toutes les demi-heures, et je crus compromettre ce voyage à Pithiviers. Au début, comme j'avais la colique et ignorais ce qu'était une contraction, je pensais avoir mangé quelque chose de mauvais, mais ça continua jusqu'à 10h30, et puis cessa progressivement, jusqu'à 14h. Entre-temps, je téléphonai comme promis à mon mari à midi, et il me suggéra qu'il était encore temps de partir à Pithiviers tout de suite. Je décidai de me faire examiner d'abord pour savoir si c'était le début du travail, et puis d'aviser après. J'ai attendu jusqu'à 15h15 qu'une sage-femme s'occupe de moi. Et comme elles étaient toutes soit un accouchement, soit un cours de prophylaxie, ce fut mon gynécologue qui vint voir où j'en étais. Bon, rien de presse, le col est à peine entrouvert. Je revins à pied, surmontant les contractions bon gré mal gré, mais avec l'appréhension surtout de devoir revenir peut-être le soir même dans cette clinique où justement un pénible accouchement avait lieu cet après-midi. J'avais lu l'inquiétude d'une sage-femme appelant d'urgence le gynécologue, l'attitude affairée du personnel, les allées et venues du gynécologue, les réflexions. Tout me mit dans un profond malaise, car je faisais aussitôt un rapprochement avec mon cas personnel. Tout contribuait à entretenir un climat angoissant et morbide. En lisant sur les visages, la peur doit gagner à tout coup, et à plus forte raison la douleur. J'attendis le retour de mon mari, dans un état voisin de la dépression vers 18h. Là, il eut une idée de génie. Téléphone à Michel Audin, pour savoir si tu peux prendre le risque de te rendre là-bas. La voix rassurante et calme d'Audin fit un déclic dans nos têtes. Pour une primipare, c'est possible. Par l'autoroute, il faut 2 à 3 heures, mais ne traînez pas. Alors, peut-être à tout de suite, m'entendis-je lui répondre. Mais ce fut mon mari qui prit la décision pour moi en mettant aussitôt ma valise, le chat et sa litière, le duvet dans la voiture. Je n'avais pas la force de décider seule et hésitais. Mais quand tout fut enfourné dans la voiture, je n'avais plus qu'à me laisser emmener et à ne plus me soucier. À 19h, nous partions par une belle nuit étoilée. Le voyage me parut court et aucune angoisse ne vint ternir la parfaite sérénité dans laquelle nous étions, malgré des contractions toutes les 10 minutes. Était-ce un état inconscient? Était-ce plutôt le fait de s'en remettre avec confiance au destin? C'est peut-être cela la foi. Toujours est-il que nous avons pris un risque inouï dans cette paix intérieure totale. Nous aurions pu avoir une panne. Nous n'y avons pas pensé une seule minute. À 22h30, nous arrivions.
Tout le monde nous attendait. Audin m'examina et me dit « Rien de presse, vous allez vous installer dans une chambre et essayer de dormir. » Il est à noter que Pithiviers est probablement le seul hôpital à permettre aux couples de s'installer en maternité. Aucune clinique ou hôpital n'autorise le mari à dormir dans la chambre de sa femme. Ici, pas de problème. Les règlements sont souples et modifiables à l'infini. À peine en chemise de nuit, des contractions violentes et insoutenables toutes les 2 minutes, puis sans arrêt, avec douleurs lombaires épouvantables. Comme si mon corps entier se débridait d'un seul coup. Se sentant pris en charge, après s'être retenu pendant le voyage jusqu'à ce qu'on arrive. J'eus ma première angoisse. Si ça dure comme ça toute la nuit, je tiendrai pas, je vais tomber dans le coma. Vers 11h30, je poussai un véritable hurlement. J'avais l'impression d'avoir les entrailles déchirées. Et en fait, je commençais à pousser. Monsieur Audin accourut avec 2 sages-femmes, et en m'examinant, s'exclama « Mais c'est merveilleux, ça y est, on y va !» Le col s'était dilaté avec une rapidité surprenante qui étonna même le personnel. La douleur cessa brusquement le long du couloir où, soutenu par les 2 femmes, je me dirigeais vers la chambre intime aux lumières tamisées, lampe de chevet. Je me sentais soulagée et en même temps inquiète de ce qui allait se passer. Une autre femme était en train d'accoucher, mais dans la piscine gonflable à côté de la chambre, et elle dut subir mes cris. Affaiblie, je m'agenouillai au bord du lit, la tête reposant sur lui entre mes bras. J'attendais vaguement qu'on me dise ce qu'il fallait faire, qu'on me suggère une position, ou qu'on m'emmène dans une autre piscine. Et puis je poussais, accroché au cou de mon mari, qui essaya de me soutenir. La forte stature de M. Audin le relaya, et je m'accrochai à son cou, comme un bébé, en m'abandonnant dans les bras d'un père. Parfois la position changeait, et au lieu de faire face à M. Audin, je lui tournais le dos, tandis qu'il me soutenait par derrière, sous les bras et la poitrine, debout, semi-accroupi. Je poussais toutes mes forces en criant et en jurant. Je ne pensais pas qu'on pût souffrir autant, mais j'avais pas peur. La tranquillité et le calme méditatif de Michel Audin et de ses sages-femmes ne se prêtaient pas à la panique. Ce silence absolu autour de moi, quasiment religieux, incitait à me concentrer en moi, à retrouver mes instincts profonds. Cette communion entre nous tous en devenait un rite, l'attente de quelque chose d'important qui allait se passer, et dont j'étais la principale actrice. Là, on était obligé d'être soi, dépouillé, rien d'artificiel. Je sentais que là, rien ne pouvait m'arriver, ni césarienne, ni étouffement, rien que de naturel et simple. J'avais conscience de la présence de mon mari, mais englobée dans un tout avec les autres personnes. Et je me sentais sécurisée par la compagnie de toutes ces personnes qui vivaient chaque accouchement avec le plaisir de la découverte de l'inconnu à chaque fois. Pour chaque femme, c'est une aventure différente. Et en ce sens, on ne peut être blasé dans la mesure où on aime la nouveauté. J'eus la sensation d'un homme en blouse blanche qui filmait la scène. Ce n'est que bien après, le lendemain, que Michel Audin m'apprit qu'il ne s'agissait pas d'un médecin, ni d'un film pour les archives de l'hôpital, mais de la BBC, qui rendait compte d'un témoignage d'accouchement le Boyer. Il est vrai que l'accouchement place la femme dans un monde à part. Elle perd la notion du temps. Elle ne se rend compte de rien. Elle oublie le monde extérieur. Elle apprend peu à peu à régresser. En ce qui me concerne, j'ai appris à jurer, à m'ouvrir, à m'abandonner comme un bébé, sans en être humiliée. Il fallait que je naisse aussi, que je revive ma propre naissance. Et à ce moment-là, on laisse vraiment son éducation au vestiaire. Le moi social disparaît complètement pour laisser place à l'instinct le plus primaire, qui libérait le cri de bête que je retenais encore. J'ai apprécié qu'on me laisse crier et m'exprimer avec tout mon corps. Je sentais qu'on me respectait dans mon cri de douleur. On n'a pas à avoir honte ou à contrôler par la raison ou des exercices de respiration ou une chimiothérapie cette douleur. Pourquoi la nier ? Elle existe, il faut l'apprivoiser, et non la dominer, ainsi qu'on nous le dit dans les cours de prophylaxie. J'oubliais les convenances et je garde le souvenir de l'étreinte sécurisante contre le corps de M. Audin. Cette position, ma tête sur sa poitrine, m'a permis une plus grande intériorisation. Face à l'objectif ou aux gens qui m'entouraient, je n'aurais pas vécu la progression du bébé aussi intensément. Et je me serais retenue. J'ai éprouvé de la fierté et de la surprise devant la faculté d'endurance de mon corps face à la fatigue et à la douleur, et avec tout ce qu'il retenait avant, qu'il ait pu souffrir si vite. Il fallait voir avec quelle énergie ce corps s'arc-boutait et se pendait au cou de Michel Audin en décollant les pieds du sol, sur son conseil. J'ai pu ainsi évaluer ma force et j'ai été heureuse d'avoir supporté cela sans le recours aux habituels médicaments ou piqûres. Mon corps s'était sorti tout seul de cette épreuve, en retrouvant d'instinct ce qu'il avait à faire. On me donnait seulement de temps en temps de l'eau et du sucre pour me redonner du tonus pour pousser. Quand je sentis une brûlure intense, on me renseigna aussitôt pour me rassurer. Cette brûlure me manifestait que la tête du bébé était toute proche du périnée. Parfois, je revenais au monde, et le clapotis de l'eau, comme si la mer était tout près, parvenait à ma conscience, ainsi que les gémissements doux de la femme à côté.
Ceci d'ailleurs me rassurait. Nous étions deux embarqués sur le même navire de la douleur. Deux poussées violentes, et ma fille entra dans la vie à 1h15, comme un boulet de canon, atterrissant dans un mouvement de rotation gracieux sur des linges chauds tenus par une sage-femme qui me la posa sur le ventre. Une fraction de seconde, je crus, tellement elle était sortie rapidement, qu'elle était tombée par terre. Je m'assis épuisé au milieu de mon sang tout chaud, avec la sensation d'être vidé après cet exploit sportif. Comme je n'avais pas la force de baigner ma fille dans la petite baignoire placée entre mes cuisses, le cordon bleuté était très court, mon mari prit le relais. Je n'arrêtais pas de répéter « C'est à moi ça ?» ou bien « Ah, c'est fini, on s'en est bien sorti ?» la consolant et en me consolant moi-même. Là, j'ai pris vraiment conscience d'être filmée et de découvrir ma petite fille, le visage de cet être minuscule, gigotant sans pousser un cri. Je vis d'abord que c'était une fille, ce dont je fus heureuse, vu que depuis le début de ma grossesse, je pensais que ce serait une fille et l'espérais fortement. Puis je regardais son visage au trait fin et serein, ébauchant une sorte de sourire. Je la trouvais petite et jolie. On n'arrêtait pas de le regarder, de la regarder. Et puis, M. Audin coupa le cordon, on l'essuya et on l'habilla. Auparavant, on la pesa et ses 2,660 kg me parurent fragiles. La BBC filma notre retour à 3, vers la chambre. On ne dormit pas de la nuit. Le lendemain, M. Audin nous convia à venir baigner notre fille avec tous les autres bébés dans la piscine, où toutes les femmes en cercle accomplirent les mêmes gestes dans ce bain rituel, baptême. Mon gros drame fut de n'avoir pas pu allaiter ma fille pour de multiples raisons physiologiques et psychologiques. J'ai culpabilisé jusqu'à atteindre une dépression phénoménale suivie d'ennuis physiques, hémorroïdes, les agrafes pour ma déchirure m'irritaient, et pour finir une montée de lait enrayée trop tard le vendredi et qui m'obligea à me bander les seins et à faire des cataplasmes brûlants toutes les 2 heures pour les décongestionner. On aurait dit que mon corps se révoltait de s'être ouvert et s'auto-réprimait dans tout ce qui avait trait à la sexualité, les seins et le sexe dans son entier. J'ai plus souffert pendant cette période que pendant l'accouchement. Normal, je croyais débloquer mon corps d'un seul coup par un accouchement, mais je dus reconnaître mes limites. Cette naissance ne serait qu'une étape vers la libération progressive. Il ne fallait pas griller les étapes. Néanmoins, le personnel me rassura et m'incita à écouter mon désir profond, plutôt que mes idées ou mon entourage. Je trouvais mon attitude contradictoire par rapport à la démarche faite pour un accouchement sans violence. Le vendredi, M. Audin nous invita à participer à une réunion à bâton rompu entre femmes allant accoucher ou venant d'accoucher, échangeant nos impressions avec la BBC. Cela me permit de savoir que d'autres femmes se heurtaient à des problèmes identiques. L'allaitement n'est pas si instinctif qu'on le dit. Il faut réapprendre aux dégénérés que nous sommes à donner le sein, ou tout simplement à donner. Il faut souvent serrer les dents et beaucoup abandonner, passant à côté de quelque chose qui récompense cet effort, un contact inoubliable mère-fille. Ces réunions font oublier l'ambiance hôpital et permettent des rencontres entre couples venus du monde entier, Belgique, Angleterre, Tahiti, Toulouse, Suisse, etc. De plus, le dialogue est important pour que les femmes coupées du monde extérieur par le congé prénatal et postnatal. Il y a une cohésion, une unité entre tous, et ce lien ou ciment s'appelle l'amour. Cet isolement où nous nous sommes placés délibérément, mon mari et moi, en allant si loin, nous a permis de vivre à deux, sans témoins, sans famille, la dépression que j'ai vécue 3 jours après l'accouchement. Et cela fut positif. Il nous a permis encore de nous démarquer davantage de la famille qui commence à comprendre qu'on lui échappe pour vivre en adulte avec des choix qui nous sont personnels. Monsieur Audin passait tous les jours me voir et paraissait disponible 24 heures sur 24 pour ses accouchés. Il était là tous les jours, même le dimanche. On se demandait ce qui le faisait tenir debout. Peut-être une autre dimension, une étincelle de foi. Il faut remarquer que durant ces 5 jours, je n'eus à subir à aucun moment de violence médicale. À Pithiviers, on vous fiche la paix. On ne vient pas vous examiner toutes les 5 minutes le pouls, la tension, le vagin. On se prend en charge complètement, y compris pour la petite toilette. Ces 5 jours furent inoubliables, et ce fut difficile de partir le lundi matin. Et il fallut affronter le choc du retour à la maison, les tristes réalités, couches, biberons, lessive, courses, fatigue nerveuse, due au manque de sommeil pendant 10 jours, fatigue physique, due au suite de l'accouchement, plus la solitude. Bref, la dépression gagna, enrayée heureusement par les vacances de mon mari le vendredi 5. Il a pu par la suite me relayer. Je revois avec nostalgie la chambre 129 et la chambre douillette du travail, sans odeur d'alcool ni instrument, où l'intimité du couple était reconstituée, et où, dans la paix intérieure, et une confiance aveugle dans la providence, ma fille a surgi au milieu du sang, de l'eau, des sels, bref, de la vie,
avec tout ce qu'elle implique, et où je me suis abandonnée tout entière à ce qui m'était demandé. Ce voyage à Pithiviers n'est pas simplement dû à l'effet du hasard, c'est un peu un chemin initiatique. Il y a eu trop de perches tendues vers nous, et c'est la première fois que j'accepte l'imprévu, que je pars sans rien préparer, en prenant un risque incalculable, sans angoisse. Après avoir vu Pithiviers, aucune clinique, aucun hôpital ne soutient la comparaison. C'est le seul endroit où la femme n'est pas traitée en malade, où elle prend en main son propre accouchement, en toute responsabilité avec son mari, le médecin n'étant qu'un témoin discret, prêt à intervenir en cas de pépin et respectant le choix des positions de la femme, s'écrie en lui faisant confiance. Où enfin la femme retrouve sa dignité, son instinct et la joie de vivre vraiment son accouchement. C'est là que j'ai retrouvé confiance en moi, en ma propre valeur, et que je me suis apprivoisée. Les respirations ou la gymnastique ne m'ont servi à rien. Ce sont des trucs pour donner encore plus d'importance au corps médical, faire croire qu'il est indispensable. Tout cela est destiné à asseoir le sérieux des blouses blanches, les placer dans une position de supériorité. En plus, on fait croire à la femme qu'en pensant à son tronc, elle oubliera le ventre et contrôlera, voire dominera la douleur. Alors qu'on ne peut pas se couper en deux. Et oublier le bas du corps, c'est ridicule, malhonnête. Car il ne s'agit pas d'effacer la douleur. Elle existe, il faut la vivre. Par ailleurs, la position couchée n'est pas naturelle, mais imposée à la femme pour faciliter le travail du médecin. Comme s'il pouvait sentir à notre place ce qu'il faut faire. Une femme encore, on comprendrait. Cette attitude permet au médecin de lui conserver une dignité correspondant à celle qu'on lui attribue. A-t-on pensé à celle de la femme? Il faut une certaine humilité pour accepter d'écouter la femme et de s'accroupir ou de s'agenouiller devant elle pour recevoir l'enfant. Cela remet trop en question l'obstétrique. Pourrait-on trouver un vocabulaire plus poétique d'ailleurs, pour remplacer la dureté des termes comme bloc obstétrical, salle de travail, etc. La médecine pense qu'avec des machines de plus en plus perfectionnées, on diminue les risques postnataux. Cela reste à prouver. Réanimation abusive de nourrissons mort-nés, acharnement thérapeutique, thalidomide. Monsieur Audin a choisi d'accepter le risque. Et les résultats sont concluants. De moins en moins de césariennes, pas de forceps et peu d'accidents postnataux. Je crois que lorsque l'on redonne confiance aux femmes, on diminue les risques. Parce qu'à ce moment-là, on entretient un climat psychologique positif et que cela influence nettement la bonne marche des choses. Tout se met bien en place pour fonctionner normalement. Plus on vous fait subir de tests, plus on vous entoure de techniques, plus on vous place dans un climat d'insécurité et plus on entretient un climat névrotique de maladie qui amène des peurs et perturbations physiques et psychologiques. Ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une belle soirée, un beau week-end et à très bientôt dans un prochain épisode de La puissance de la naissance.